Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie de nous accueillir ici, Monsieur Pitt, dans ce lieu prestigieux qui honore l'Institut de l'entreprise et son média sociétal. Moi aussi, je voudrais dire un petit mot, tout d'abord pour remercier Michel Pembrault, car il est à l'origine de l'idée et également du contact entre nos deux institutions. Et puis bien évidemment, parce que c'était la dernière fois qu'il était venu dans cette salle, pour la remise du prix Olivier de Cerf, avoir bien sûr une pensée profonde pour Bertrand Collomb, qui a été aussi président de l'Institut d'entreprise, comme Michel, mais un petit peu avant, et qui était membre de votre académie. Si nous sommes ici dans ce lieu magnifique, c'est aussi pour inaugurer ce partenariat entre Sociétal, qui est le média de l'Institut d'entreprise, et l'Académie. Et ce partenariat, il vise à, si je puis dire, coupler, d'une part, l'expertise de l'Académie et l'expérience des entreprises membres de l'Institut d'entreprise. Et ce partenariat, il se formalisera sous forme d'un cycle de conférences, vous l'avez dit, du même type que celle que nous inaugurons ce soir grâce à notre invité. Un petit mot sur Sociétal, ce média qui n'est pas forcément bien connu. Il a été créé en 1996, à la fois par Bertrand Jouvenel et par l'économiste Albert Merlin. Il est aujourd'hui présidé par Jean-Marc Daniel, qui va nous rejoindre pour conclure notre soirée. Jean-Marc Daniel l'a longtemps dirigé avant de le présider, et Sociétal est aujourd'hui animé par ma voisine de gauche, Aude de Castet. Le but de Sociétal, si je voulais le résumer en quelques mots, je dirais qu'il s'agit d'analyser, de décrypter et d'intervenir dans le débat public sur les grands enjeux économiques et sociaux, et notamment de chercher, puisque c'est l'Institut d'entreprise qui a créé Sociétal, de chercher à lier ou à faire comprendre le monde de l'entreprise, donc de l'économie de marché, à l'ensemble des autres forces de la société. Nous visons, à travers ce travail et la publication de Sociétal, nous visons de mieux permettre aux entreprises de se positionner dans ces grands enjeux économiques et sociaux, et nous visons aussi de valoriser leurs actions, car nous nous sommes donnés pour but à l'Institut d'entreprise depuis quelques années de réconcilier les Français et l'entreprise, parce que la méfiance qui s'installait depuis un certain temps entre notre population et l'utilité des entreprises nous inquiétait, et nous donnons pour but de réconcilier les deux en faisant changer les deux, puisque lorsqu'il y a méfiance, défiance parfois, les torts sont partagés très certainement. Nous développons donc une nouvelle vision de l'entreprise, une vision, j'allais dire, élargie, qui pourrait faire suite à la vision actionnariale dans laquelle nous vivons depuis 40 ans. Mais nous cherchons aussi à expliquer aux Français ce qu'est l'entreprise, tout ce qu'elle leur a apporté et ce qu'elle peut encore leur apporter dans l'avenir. Je voudrais aussi remercier les autres partenaires de ce partenariat, l'Association des journalistes économiques et financiers, présidée par Emmanuel Cuny, qui viendra prendre notre place dans quelques instants, et par son vice-président Philippe Plassard, et puis l'association ou le forum numérique Newpolis, un forum qui réunit plus de 500 étudiants des plus grandes universités mondiales, dont notamment l'Université de Columbia, dont notre invité enseigne. La première conférence de ce cycle, donc, c'est celle qui s'intitule « Un nouveau regard sur l'origine des inégalités et les moyens de les corriger ». Il y a des parenthèses dans ce « et les moyens de les corriger », mais peut-être nous sauter les parenthèses ce soir. C'est Pierre-André Chapory qui va faire cette conférence. Il est économiste, il est professeur à l'Université de Columbia. Il est également membre de l'Institut, donc il était aussi chez lui ici, il nous reçoit. Je le remercie très vivement d'avoir accepté d'intervenir lors de cette première conférence. Merci à toutes et à tous.
Et je propose que Aude de Castet présente de manière plus approfondie notre invité ce soir. Bonne soirée. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le président de l'Institut d'entreprise, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'apprête à ouvrir avec vous cette nouvelle page de l'histoire de Sociétal qui va donner à ce média encore plus d'envergure et d'ambition éditoriale. Le thème de cette première conférence que vous rappeliez à l'instant, Président, un nouveau regard sur l'origine des inégalités et les moyens de les corriger, a été choisi par notre comité éditorial qui réunit entreprises, experts académiques et influenceurs. Un thème au cœur de l'actualité. Déjà en 2018, à l'occasion d'une enquête menée par ELAB pour l'Institut d'entreprise, nous avions mis en évidence les conséquences que peuvent avoir ces inégalités entre les Français dans leur rapport avec la société et plus précisément avec l'entreprise. Cette enquête avait mis en exergue le fossé qui existe entre les Français les plus favorisés, les cadres supérieurs, les professions intellectuelles et les entrepreneurs, qui avaient une image plutôt positive de l'entreprise, et les Français les moins favorisés, qui en avaient une perception plus négative, teintée de méfiance, comme vous le rappeliez, voire de colère. Il en a découlé, pour l'Institut de l'entreprise, une priorité visant à rapprocher les Français de l'entreprise. Mais au-delà de l'entreprise, c'est au sein de la société dans son ensemble que nous observons les inégalités se creuser, mettant à mal sa cohésion, comme en témoignent les mouvements sociaux des Gilets jaunes qui perdurent depuis plus de 6 mois déjà et qui pèsent lourdement sur notre économie. C'est pour cela que ce sujet est au centre des préoccupations politiques du moment. Le degré d'urgence est palpable. Nous devons mieux comprendre d'où viennent ces inégalités, ce qu'elles impliquent, et aller chercher autant que possible des solutions pour les atténuer. Afin d'apporter un regard d'expert sur le sujet des inégalités, M. Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et membre du comité éditorial de Sociétal, a proposé que M. Pierre-André Capori inaugure ce nouveau cycle de conférences pour Sociétal. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas en tête le parcours de Pierre-André Capori, permettez-moi d'y revenir brièvement quelques instants avant de l'accueillir. Pierre-André Capori est passé par l'École normale supérieure, est agrégé en mathématiques et docteur en sciences économiques. Il a enseigné à l'École polytechnique, à l'ENSAE, à l'Université de Chicago. Depuis 2005, il enseigne à l'Université de Columbia et ses travaux portent principalement sur la microéconomie. Il a à son actif plus de 8 ouvrages et plus d'une centaine d'articles. Il participe au conseil de rédaction de plusieurs revues internationales. Il est aussi membre de conseils scientifiques de plusieurs institutions et de grandes entreprises, comme le groupe SCOR notamment. En 2008, Pierre-André Capori a rédigé une synthèse pour la France de l'enquête internationale sur les programmes et les manuels de sciences économiques et sociales. Et en 2010, il a reçu le prix Zérilly Marimo pour l'ensemble de son œuvre. Enfin, le 26 juin 2017, il a été élu membre de l'Académie au fauteuil de l'Université Pierre Bauchet. Mais ce soir, Sociétal reçoit également, en la personne de Pierre-André Capori, un ami, un compagnon de route de l'Institut de l'entreprise. Puisqu'il me semble, monsieur l'académicien, que vous aviez remis en septembre 2011 un rapport commandé par l'Institut de l'entreprise intitulé « Financement de l'enseignement supérieur, quel rôle pour les entreprises ?» en lien direct avec les programmes enseignants-entreprises portés par des collègues, dont Béatrice Couéron, qui sont parmi nous ce soir et que je salue. Pierre-André Capori, fort de son expérience à l'étranger, s'appuiera sur l'exemple américain pour mettre en évidence le rôle décisif du capital humain dans l'explication des inégalités entre les individus. Il reviendra notamment sur le rôle de l'école, un acteur incontournable pour gommer, sinon atténuer, les inégalités dès le plus jeune âge. Avant de laisser la parole à Pierre-André Capori, je vous rappelle le programme qui nous attend pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Nous commencerons donc par un exposé d'une demi-heure de M. Pierre-André Capori, qui sera ensuite passé au crible des questions de nos amis de l'AGEF pendant une vingtaine de minutes.
Et puis, nous laisserons un large temps aux échanges avec la salle. Ce temps sera animé par Emmanuel Cuny, président de l'AGEF. Et pour conclure cette soirée, avant de nous diriger vers les salons pour partager ensemble le verre de l'amitié, nous laisserons la parole au président de Sociétal, M. Jean-Marc Daniel. Mesdames et messieurs, accueillons sans plus attendre M. Pierre-André Chiappori. Très bonne soirée à tous. Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Jean-Robert, Monsieur le Président, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'avoir été choisi pour inaugurer cette formule dont nous attendons beaucoup. Le titre de ma présentation comporte le mot « nouveau regard ». Comme vous le savez, les questions d'inégalité ont fait l'objet de nombreux travaux récents. Vous connaissez tous l'ouvrage de Thomas Piketty qui a été un succès immense en librairie. Les travaux de Piketty se concentrent sur le haut de la distribution des revenus et mettent l'accent sur la richesse financière. Vous vous souvenez que l'argument principal, c'est que lorsque le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance de l'économie, vous avez une accumulation mécanique des richesses. Moi, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler des 99% restants, disons, et en particulier, je voudrais parler de ce qui se passe au bas de la distribution des revenus. Et par ailleurs, je voudrais mettre l'accent non pas sur la richesse financière, sur le capital financier, mais sur le capital humain qui me paraît jouer un rôle plus important au niveau de la genèse de ces inégalités. Alors, il y a eu un accroissement d'inégalités dans pratiquement tous les pays, je dis pratiquement, mais cet accroissement peut prendre deux formes. En Chine, par exemple, l'accroissement de l'inégalité s'est accompagné d'une hausse de tous les revenus, mais simplement les revenus d'en haut de la distribution ont augmenté plus vite. Mais cette croissance générale des revenus rend l'inégalité plus acceptable. Si vous prenez l'exemple américain, et comme l'a rappelé Aude, je vais parler surtout des États-Unis parce que j'ai beaucoup travaillé sur données américaines, et d'ailleurs parce que certaines des mesures que je vais vous montrer seraient pratiquement impossibles à faire en France, les données n'existant pas. Mais aux États-Unis, la réalité est très différente. Le haut de la distribution a connu une croissance, mais en revanche, le bas de la distribution a connu au mieux une stagnation et en fait, dans certains cas, un déclin. Et ça pose des problèmes sociaux dont on peut voir les répercussions au niveau de la société américaine d'une autre ampleur. Je vais parler beaucoup du capital humain. Je considère le concept de capital humain comme la grande innovation théorique de la science économique au cours du dernier demi-siècle. Je suis désolé d'être un peu grandiloquent, mais à partir, dans l'analyse économique classique, les facteurs de production, c'est le capital et le travail, et à partir de l'après-guerre, on comprend que d'une part, le travail n'est pas un facteur homogène, qu'il y a différents niveaux de connaissance, de productivité, de performance, et que d'autre part, cette performance est le fruit d'un investissement. Lorsque quelqu'un renonce à un revenu immédiat pour aller à l'université et acquérir des connaissances qui lui permettront d'être plus productif et d'avoir un revenu supérieur dans le futur, il s'agit d'un report de consommation qui est tout à fait caractéristique d'une activité d'investissement. Et ce qu'on va engendré par cette activité d'investissement, c'est un niveau de capital. Et la notion a été introduite notamment par Gary Becker et certains de ses confrères à l'Université de Chicago. Mais l'idée fondamentale, c'est que le capital humain représente en stock beaucoup plus que le capital physique dans les économies développées, même si évidemment il n'est moins directement observable. Alors je vais parler surtout d'éducation. Le capital humain, c'est deux composantes essentielles, l'éducation et puis l'expérience. Le capital humain peut s'acquérir au niveau des études en début de carrière, mais aussi tout au long de la vie active, et l'entreprise a un rôle à jouer là-dedans. Pas seulement, il y a aussi les capacités innées, il y a aussi des parcours, les hasards des parcours, etc. Ce que je vais faire dans les 30 minutes qui vont ouvrir cette discussion, encore une fois, il s'agit d'une discussion assez ouverte, je vais d'abord vous présenter un tableau rapide de l'inégalité et de son évolution, essentiellement, pas uniquement sur les États-Unis, et je vais essayer d'insister sur le rôle clé du capital humain. Pour cela, j'essaierai de vous présenter 5 faits essentiels. Puis ensuite, j'essaierai de réfléchir à ces questions de capital humain comme un économiste. Comme je l'ai dit, le capital humain est produit, donc il faut comprendre les décisions d'investissement et il faut comprendre la fonction de production. Et là, j'entends ce terme dans un sens très technique, la fonction de production du capital humain, et vous verrez que
comprendre les caractéristiques de cette fonction de production, c'est essentiel pour comprendre la dynamique de l'inégalité. En particulier, j'aurais une conclusion un peu pessimiste sur le risque de ce que j'appellerais une spirale de l'inégalité. Commençons avec les faits. Alors, un bref aperçu des faits. D'abord, la divergence des évolutions. Il y a un avant et un après. Il y a les 30 glorieuses et puis la rupture de la fin des années 70. Je vais parler du rôle clé du capital humain, à la fois sur l'inégalité en un sens statique, mais aussi sur l'évolution de l'inégalité. Et le thème principal, qui est quelque chose qui est accepté par pratiquement tous les économistes de la planète, c'est que la rémunération du capital humain, et par là j'entends le supplément de salaire que vous allez recevoir du fait d'entrer sur le marché du travail avec un stock élevé de capital humain plutôt que sans ou avec très peu de capital humain, cette rémunération du capital humain a augmenté de façon absolument considérable sur les 40 dernières années. Comme je suis un économiste, j'essaierai de comprendre pourquoi ce prix a augmenté, et en économie, on fait difficilement mieux que l'offre et la demande, donc j'essaierai de penser à la logique de capital humain dans une perspective d'offre et de demande. Et je reviendrai en dernier sur la question qui est peut-être la question fondamentale si on veut penser l'économie américaine, c'est la question de mobilité sociale. On a tous en tête le mythe, et j'emploie le mot mythe de façon très délibérée, des États-Unis comme land of opportunities. Et on va voir ce qu'il en est dans les faits. Alors, les quelques faits. Ce graphique vous donne le revenu réel des ménages depuis la guerre. Les 30 glorieuses à gauche, et vous voyez que les 30 glorieuses ont ont deux caractéristiques principales. La première, c'est cette croissance qui n'a à l'époque pas de précédent historique. On double le niveau de revenu par ménage sur 30 ans. Mais surtout, encore plus remarquable est le fait que cette croissance profite à tout le monde. La courbe rouge correspond au haut des revenus, la grise à la médiane et le bleu au bas de la distribution. Les trois courbes sont pratiquement confondues. Et vous voyez qu'à partir de la fin des années 70, on a une diffraction. La croissance continue presque au même rythme pour le haut de la distribution. Elle n'est plus là pour le reste de la distribution. Cet accroissement de l'inégalité qui en résulte est vrai dans tous les pays, mais plus dans certains que dans d'autres. Le pays qui a le plus augmenté son inégalité entre 1980 et 2011, c'est les États-Unis. Et vous voyez que l'inégalité a augmenté à peu près partout, avec une exception qui est la France. Alors, l'indicateur ici, c'est le rapport entre les revenus du 9e décile et les revenus du 1er décile. La mesure pourrait être, la conclusion pourrait être différente pour d'autres mesures. Mais c'est assez intéressant de voir que l'exception française, pour une fois, va dans un sens qui n'est pas forcément désagréable. Ces mesures ont un grave inconvénient, ce sont des mesures statiques. Vous prenez la société à un moment donné, vous regardez la dispersion des revenus. Ce qui veut dire qu'elle mélange deux choses. Elle mélange d'une part les inégalités entre individus, et d'autre part la dynamique des revenus et le fait que le même individu aura des revenus très bas au début de sa carrière et beaucoup plus élevés à la fin. Pour pouvoir séparer ces deux aspects, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est considérer ce que Milton Friedman appelait le revenu permanent, c'est-à-dire la somme actuelle de tous les revenus futurs que les gens auront au cours de leur carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aux États-Unis parce qu'on a une base de données extraordinaire qui est un panel sur plusieurs milliers, en fait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui existent depuis 1968. Et en fait, avec les questions rétrospectives qui nous permettent de suivre sur une période beaucoup plus longue. Ce graphe vous donne le résultat. Donc, l'interprétation d'un point ici, c'est que pour les gens qui sont dans la colonne rouge du bas, c'est-à-dire le premier décile de revenus, un individu mâle entrant sur le marché du travail à l'âge de 25 ans, c'est une normalisation en 1965, aura un revenu permanent, donc la somme actualisée des revenus, à ce niveau-là. Alors maintenant, le rêve américain, c'est l'idée que, si difficile que soit ma vie, la génération suivante aura une vie meilleure. Et vous voyez que c'est vrai tout en haut. Pour la courbe violette qui correspond au dernier décile, aux 10% les plus élevés de la population, on a cette croissance et on a le fait que la génération qui avait 25 ans en 1965, donc née en 60, a fait beaucoup mieux que la génération née en 1940, c'est-à-dire 20 ans avant. Mais dès la courbe grise, ça s'arrête,
Et pour le reste de la population, c'est 75% de la population, la courbe est en fait décroissante. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Je souligne aussi que c'est vrai pour les hommes, la logique pour les femmes est complètement différente, et je reviendrai sur cette différence un peu plus tard, c'est un aspect essentiel. Le capital humain, je vais me concentrer sur l'éducation pour le moment. Le taux de chômage aux États-Unis, vous le savez, est assez bas, il est inférieur à 4%, mais ça cache des disparités. Au niveau des degrés les plus élevés, le taux de chômage est nul. Un taux de chômage de 1,5%, c'est le chômage frictionnel, c'est les gens qui entrent et sortent du marché du travail. En revanche, pour les gens qui n'ont pas de diplôme, on est à 7%. Encore, cette catégorie regroupe-t-elle toutes les tranches d'âge, ce qui fait qu'elle comprend un certain nombre de gens qui, sans avoir eu un capital humain au niveau de leur éducation initiale, ont acquis du capital humain par l'expérience professionnelle dans le sein des entreprises, etc. Si on refait le même graphique en se limitant ici aux jeunes, c'est-à-dire à la frange de la population qui n'a pas eu le temps d'acquérir ce capital humain, à ce moment-là, il faut doubler ce chiffre. Au lieu de 7,5%, on est quelque part entre 15 et 20. Pour mémoire, le même graphique pour les jeunes sans qualification sur la France, le taux de chômage serait aux alentours de 40%. Évidemment, les revenus sont beaucoup plus élevés pour les gens qui ont un diplôme que pour les gens qui n'en ont pas. Cette influence des diplômes sur les salaires est vraie partout, mais elle est vraie à des degrés divers suivant les pays. Le pays où la formation initiale a le plus d'impact sur les salaires, c'est les États-Unis. En revanche, en haut de la distribution, vous avez les pays d'Europe du Nord, dans lesquels les différences salariales, bien que réelles, sont moins sensibles à ces différences d'éducation. Alors, je vous ai parlé de la réalité de l'inégalité. Maintenant, on va parler de l'accroissement de l'inégalité. Et les économistes mesurent ça, en particulier les économistes américains, mesurent ça d'une façon assez simple, ce qu'ils appellent le college premium. Et le college premium, c'est le supplément de revenus que vous pouvez acquérir grâce à une éducation supérieure, en l'occurrence college. Alors, je vous rappelle que college aux États-Unis, c'est Bac plus 4. Donc, le système américain, vous avez des formations courtes, Bac plus 2, ce que nous appellerions Bac plus 2, Bac plus 4, et puis ensuite vous avez au-delà les diplômes professionnels, médecins, avocats, les thèses, etc., les MBA, etc. Donc, le college premium, c'est vraiment combien, en pourcentage, de combien augmentez-vous votre salaire du fait des 4 ans que vous avez passés à l'université. C'est paradoxalement extrêmement difficile à mesurer parce qu'il y a des effets de sélection. Ce ne sont pas les mêmes gens qui vont à l'université que ceux qui n'y vont pas. Mais si on prend une mesure très simple, qui est les salaires moyens, ce graphe-là vous dit qu'en 1972, le fait d'avoir passé 4 ans à l'université a augmenté votre salaire de 22%. Bon, 22% chaque année sur la totalité de votre existence, donc ça correspondait quand même à une somme assez élevée. Et vous voyez qu'en 2012, on est passé à 70%. Donc le college premium a pratiquement triplé. Même si on fait les études de façon beaucoup plus fine, en essayant de tenir compte des effets de sélection, le phénomène est absolument massif. La rémunération du capital humain sur le marché du travail est beaucoup, beaucoup plus élevée maintenant qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Pour les femmes, vous avez la même augmentation, même bien que dans des proportions inférieures, on passe de 40% à 80%. Entre parenthèses, ce chiffre de 20% est artificiellement bas pour des raisons qui sont liées à la guerre du Vietnam. On pourra revenir à ça un peu plus loin. Ça, c'est pratiquement le même graphique, sauf qu'au lieu d'avoir des pourcentages, on a des dollars. Et ça, c'est la valeur en revenus permanents, c'est-à-dire en somme actualisée des revenus futurs, d'une éducation de 4 ans par rapport à un départ dans la vie active juste à la sortie des études secondaires. Ça, ces chiffres sont nets des frais de scolarité. Vous savez que les frais de scolarité ont énormément augmenté aux États-Unis sur la période. Il y a d'ailleurs un problème de surendettement d'un certain nombre de jeunes issus de l'université, mais vous voyez que même en tenant compte de ces coûts, le rendement d'un investissement en capital humain a augmenté de façon absolument spectaculaire pour les hommes comme pour les femmes. Alors, comment expliquer cette augmentation du rendement du capital humain? En tant qu'économiste, comme je vous le disais, je vois un prix monter, j'aurais tendance à soupçonner un effet d'offre et de demande, et c'est ce qu'a fait un économiste du MIT, David Autor. Entre parenthèses, certains des graphes
que je vous ai montrés sont extraits d'un très bel article qu'il avait publié dans la revue Science, dans lequel il expliquait la structure du marché du travail américain. Alors, ce que fait Autor, c'est qu'il considère l'ensemble des emplois de l'économie américaine. Et pour tenir compte du fait que certains des emplois sont à temps partiel, d'autres à temps plein avec beaucoup d'overtime, d'heures supplémentaires, il a considéré le nombre total d'heures travaillées aux États-Unis. Et il a posé la question suivante: sur toutes ces heures, quel pourcentage requiert une formation college, une formation Bac+4, et comment ce pourcentage a évolué au cours du temps. En 1964, moins de 20% des emplois ou des heures travaillées nécessitaient une formation Bac+4. En 2012, c'est plus de la moitié. Ça, c'est un phénomène absolument massif. Comment l'expliquer? Ce n'est pas mon propos ici, mais disons, les économistes sont d'accord sur le fait qu'il y a plusieurs explications, mais les deux principales, c'est avant tout le progrès technique, la mécanisation. Et comme vous le savez, le progrès technique, à une certaine époque, portait uniquement sur des remplacements d'emplois non qualifiés, mais qui maintenant touchent toute la gamme, affectent potentiellement toute la gamme des activités, dans une moindre mesure, mais aussi présente la mondialisation, le commerce international, la délocalisation de certaines activités. En tout cas, ce que nous apprend ce graphique, c'est que, de la part du secteur productif, il y a un énorme accroissement de la demande pour les travailleurs les plus qualifiés. Donc, que se passe-t-il? L'offre a-t-elle suivi? Et la réponse est, en tout cas pour les États-Unis, là je parle sur données américaines, pas totalement. Et de façon assez surprenante, il y a une extraordinaire asymétrie entre les hommes et les femmes. Il y a un accroissement extrêmement rapide pour les femmes, mais pratiquement rien pour les hommes. Le graphique qui est ici, c'est un graphique dans un article qu'on a publié il y a quelques années, vous donne la chose suivante. Donc vous prenez toutes les années entre 1968 et 2008, c'était la dernière année disponible à l'époque, et vous prenez la population âgée de 30 et 40 ans, c'est-à-dire des gens qui ont fini leurs études universitaires, et vous demandez quel pourcentage de cette population a un diplôme Bac+2, ça c'est les courbes en trait continu, un diplôme Bac+4, le college, ça c'est les tirés, et un diplôme au-delà de Bac+4, Bac+5 et au-delà, ça c'est les courbes en pointillés. Les femmes sont en rouge, les hommes sont en bleu. Premier phénomène, les femmes sont maintenant plus éduquées que les hommes. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai mondialement, c'est vrai en France certainement, et c'est vrai à peu près partout. Si vous regardez ce graphe, vous avez les pays riches à droite et les pays pauvres à gauche. Vous avez les décennies de 1970 à 2010. La hauteur de la barre, c'est le pourcentage de la population avec une formation Bac+4. Et les hommes sont en bleu marine, alors que les femmes sont en bleu clair ou en mauve. La tendance parle d'elle-même. Dans pratiquement tous les pays occidentaux, les femmes sont maintenant plus éduquées que les hommes, ce qui, à mon avis, est un phénomène, là aussi, fondamental, qui est complètement ignoré et qui aura un impact énorme sur les comportements des ménages, sur les comportements vis-à-vis du travail et, j'en suis absolument persuadé, sur les entreprises. Si maintenant, regardons en particulier le rectangle rouge ici. Ce rectangle est très intéressant parce que c'est exactement la période entre 1970 et 2006 dans lequel la rémunération du capital humain, particulièrement à ce niveau, rappelez-vous que c'est le niveau Bac+5 et au-delà, a totalement explosé. Donc cet investissement a un rendement beaucoup plus élevé. En tant qu'économistes, nous croyons aux incitations, nous nous attendons à ce que la réponse du public, ce soit d'investir plus. Et vous voyez ça pour les femmes de façon tout à fait évidente, on passe de 4% ici à 11% là. C'est spectaculaire, triplement d'une proportion d'universitaires d'accès à l'enseignement le plus élevé sur une période de temps relativement courte, une trentaine d'années, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que pour les hommes, on ne voit absolument rien. En fait, on voit un léger déclin. Donc il y a ici une espèce de surprise, et ça souligne qu'il est nécessaire de comprendre la logique d'investissement au capital humain. Dernier fait. Alors, évidemment, dans une logique, vous augmentez la demande et l'offre ne suit pas, les prix montent. Donc, cet accroissement de la rémunération du capital humain, c'est dans une logique économique, ce qui veut dire que c'est pas des choses qui vont être faciles à renverser par des actions politiques. C'est les tendances de fond, c'est les tendances qui affectent l'ensemble du secteur productif, et il va être très difficile, et d'ailleurs, il n'est pas du tout évident qu'il soit souhaitable d'essayer de revenir là-dessus. Bien. Dernier fait.
la mobilité sociale. Pour mesurer la mobilité sociale, notre façon, en tant qu'économiste, c'est de se poser la question suivante. Si je connais le revenu des parents, qu'est-ce que cette information m'apprend sur le revenu des enfants? Donc on va calculer ce que nous appelons l'élasticité du revenu des enfants par rapport au revenu des parents. Donc pour vous donner une idée, si l'élasticité est faible, 0,1, 0,2, ça veut dire que le fait de connaître le revenu des parents ne m'apprend presque rien sur le revenu des enfants. Ça, c'est le signe d'une société particulièrement mobile. En revanche, une valeur élevée, 0,4, 0,5, me dit que il y a énormément d'informations sur le revenu des enfants qui est déjà contenu dans le revenu des parents, et ça, c'est caractéristique des sociétés figées, des sociétés les moins flexibles. Alors, je vais mettre ça sur le graphe qui est là. Ça sera sur l'axe vertical. Donc, souvenez-vous que plus un pays sera en haut du graphe, et moins ce pays sera mobile au sens de la mobilité intergénérationnelle. Et sur l'axe horizontal, je vais mettre un indice d'inégalité. Ça va être un rapport interdécile. Mais avant de présenter le graphe, demandons-nous le graphe que nous aimerions voir. Nous aimerions voir un graphe décroissant. Nous aimerions avoir l'idée que l'inégalité que nous observons à un moment donné, c'est-à-dire les pays vers la droite, est le prix à payer pour une plus forte mobilité sociale. Et quelque part, le land of opportunity, les États-Unis comme land of opportunity, c'est exactement ça. On sait que la société américaine est inégale, et elle l'a toujours été, mais cette inégalité momentanée est compensée par le fait que les enfants vont pouvoir bénéficier de ces fameuses opportunities. On aimerait bien avoir un graphe donc décroissant. Voilà le graphe. En particulier, les États-Unis sont là-haut. Non seulement les États-Unis sont le pays le plus inégal de cet échantillon, qui est en gros les pays les plus riches de l'OCDE, mais en plus, c'est le pays le moins mobile. Ce mythe des États-Unis comme land of opportunities a peut-être été vrai au tout début du XXe siècle. Ça fait pratiquement un demi-siècle plus qu'il a cessé d'être vrai. Il y a encore des land of opportunities, ils sont là. La Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, pas mal d'inégalités, mais en termes de mobilité, c'est des pays extrêmement mobiles. Évidemment, la Suède, la Norvège, les pays d'Europe du Nord sont des pays à la fois très peu inégaux et des pays très mobiles. Mais la situation des États-Unis est extrêmement frappante. Un dernier graphe dans ce balayage introductif, je vais garder le même axe vertical, donc je vais disposer les pays verticalement par leur mobilité sociale, mais sur l'axe horizontal, au lieu de mettre un indicateur d'inégalité de revenus, je vais mettre un indicateur de rémunération du capital humain. Donc à droite, j'aurai les pays dans lesquels les différences d'éducation ont le plus d'impact sur les salaires, et à gauche, j'aurai les pays comme la Suède et l'Europe du Nord, dans lesquels la situation est l'inverse. Vous avez exactement la même croissance qui nous dit que les pays, ça c'est un peu la fin d'un autre mythe qui est la méritocratie. On aimerait penser que des pays dans lesquels l'éducation, en particulier l'accès à l'enseignement supérieur, a un fort impact sur les salaires, c'est un pays dans lequel il y a une tendance méritocratique, et par conséquent, ça va probablement être des pays plus mobiles. Ce que nous dit ce graphe, c'est que c'est exactement l'inverse, et qu'en particulier les pays les moins mobiles, manifestement, leur manque de mobilité est corrélé. On parlera de causalité tout à l'heure peut-être, mais est très fortement corrélé avec l'importance du capital humain. Et ça, ce que ça suggère, c'est que le mode de transmission intergénérationnelle, c'est le capital financier, mais pour une toute petite partie de la population, certainement moins de 10 à 15%, mais pour une grande majorité de la population, c'est le capital humain, c'est l'éducation, et c'est le fait que les enfants venus de classes éduquées ont beaucoup plus de chances eux-mêmes de poursuivre des études. J'ai fini sur ma présentation des faits préliminaires. Ce que je vais essayer de faire, juste, c'est pour introduire le débat, présenter quelques thèses, quelques propositions d'interprétation. D'abord, une chose qu'on sait maintenant depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est le rôle fondamental de la famille dans la production du capital humain. Le capital humain, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que c'est une production qui dépend d'un très grand nombre de facteurs. Il y a quelque chose comme les dons initiaux des enfants qui sont là. On ne sait pas très bien les expliquer, on ne sait pas combien est génétique et combien est dû à la petite enfance, mais c'est là certainement. Par ailleurs, il y a l'investissement des parents, et l'investissement des parents qui est avant tout un investissement en temps.
beaucoup plus que les investissements matériels, bien que les deux aillent ensemble. Il convient de distinguer l'investissement en temps du père et de la mère. Ce que montrent aussi les études statistiques, et Dieu merci, ça fait depuis une dizaine ou une quinzaine d'années que des études statistiques extrêmement précises sont en train d'être faites, c'est que le même temps passé par un parent a un impact complètement différent suivant l'éducation des parents. Et en fait, l'éducation des parents est un facteur de production très important. Alors, pardonnez-moi une petite parenthèse de technique économique, mais ça, c'est absolument essentiel. Lorsqu'un économiste regarde une fonction de production, il se demande, les facteurs sont-ils compléments ou substituts? Et en langage courant, ça veut dire quoi? Tout le monde bénéficie d'une meilleure éducation, mais est-ce que le gain est particulièrement élevé pour les gens qui eux-mêmes viennent d'un milieu privilégié? Ou au contraire, le gain est-il particulièrement sensible pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'accéder à une éducation plus tôt dans leur vie? Il y a là-dessus, c'est un sujet sur lequel les travaux continuent, je ne crois pas que le dernier mot soit dit. L'essentiel du travail est fait à l'université de Chicago par quelqu'un qui s'appelle James Heckman, qui est probablement, à mon avis, le plus grand économiste vivant à l'heure actuelle. Et ce que conclut Heckman, c'est que à partir d'un certain âge, probablement vers l'âge de 10 ans, ces facteurs sont complémentaires, au sens où l'éducation profite à tous, mais particulièrement aux enfants disposant d'un avantage initial. Dans un monde dans lequel il est de plus en plus important d'investir sur ses enfants, et en plus les facteurs sont complémentaires, ce que prédit ce genre de modèle, c'est qu'on va assister à une augmentation de l'investissement en capital humain, sur le capital humain de ses enfants. Ça, c'est pas très surprenant. Et ce qui est plus surprenant, c'est qu'on s'attend, théoriquement, à ce que cet investissement soit particulièrement élevé de la part des gens qui eux-mêmes ont le plus haut niveau d'éducation. Bien que cet investissement soit plus coûteux pour eux, parce que le coût de l'investissement de temps, c'est le coût d'opportunité du temps, et c'est des gens qui non seulement ont des salaires et des revenus élevés, mais en plus sont les gens dont les revenus ont le plus augmenté. Néanmoins, ce genre de modèle prédirait que le temps passé avec les enfants va augmenter de façon considérable, particulièrement pour les familles dans lesquelles les parents sont le plus cultivés. Et ça, c'est exactement dans les données. Regardez la deuxième partie du tableau, vous avez les USA, le Canada et les États-Unis, mais il y a d'autres pays. Le temps passé avec les enfants a augmenté partout, mais en particulier le temps passé par les hommes a triplé et le temps passé par les femmes a doublé. Ça aussi, c'est spectaculaire. On investit beaucoup plus sur ces enfants maintenant qu'avant. C'est le temps total, sachant que le nombre d'enfants a diminué. Donc le temps passé par enfant a augmenté encore plus. Et par ailleurs, les études, il y a un tas d'études par pays qui ont été faites. Dans pratiquement tous les pays, ce phénomène est particulièrement marqué pour les familles qui sont dans le haut de la distribution de capital humain, c'est-à-dire les gens les plus éduqués. Évidemment, il y a une forte corrélation entre l'éducation et le revenu. Je vais conclure, et ça c'est ma conclusion qui, je vous l'ai dit, sera un peu pessimiste. D'abord, l'accumulation de capital humain est cruciale plus encore aujourd'hui qu'hier, il n'y a pas de doute là-dessus, ça c'est établi. En économiste de la famille, je suis initialement un spécialiste d'économie de la famille, ça a des conséquences en particulier sur l'homogamie. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais ce modèle prévoit que les gens éduqués ont toujours eu tendance à épouser plutôt des gens éduqués, mais c'est beaucoup plus fort maintenant que dans le passé. Statistiquement, c'est pas facile à mesurer, mais on a fait des études très précises sur les États-Unis et ça semble être vraiment très vrai. Mais donc, ça c'est la partie pessimiste. Les individus à capital humain le plus élevé, les gens qui sont au sommet de la distribution par éducation, d'abord ils ont plus tendance à se marier entre eux qu'avant. Ensuite, ils investissent davantage dans le capital de leurs enfants et davantage non seulement par rapport à ce qu'eux-mêmes faisaient ou leurs homologues faisaient 50 ans avant, mais aussi par rapport à ce que font maintenant les gens venus des familles défavorisées. Et ce qui veut dire que pour la prochaine génération, on peut s'attendre à encore plus d'inégalités de capital humain qu'avant. Et on s'attend aussi à moins de mobilité générationnelle. Avec ce genre d'argument, le graphique qui vous montrait cette forte corrélation entre la rigidité sociale et l'importance des investissements en capital humain s'explique tout à fait dans les deux sens. C'est-à-dire, il explique les incitations à investir en amont et il explique les résultats de ces investissements en termes d'inégalité en aval. Les inégalités ne sont pas mauvaises en soi.
Le fait qu'il y ait une rémunération du capital humain, c'est une excellente chose, et le fait que des gens qui investissent aient un meilleur salaire que les gens qui n'ont pas investi, c'est une excellente chose, parce que c'est ça qui procure les incitations à investir. Mais là, on parle d'autre chose, on parle d'inégalité d'opportunités. On est en train de dire les enfants qui ont eu le malheur de naître dans les mauvaises familles n'auront pas les mêmes chances, les mêmes perspectives ouvertes devant eux. En même temps, ça va dans le sens de l'efficacité économique, et c'est pour ça que ça va être extrêmement difficile à combattre. Nous voulons que les investissements se portent à l'endroit où ils sont le plus rentables. C'est une logique d'efficacité économique. Si, effectivement, la technologie de production du capital humain est telle qu'il est plus rentable d'investir sur les gosses qui viennent d'un milieu favorisé, il serait extrêmement dangereux d'essayer de contrarier ce mécanisme, parce que nous avons besoin d'une élite. Nous avons besoin d'innovateurs, nous avons besoin de gens qui soient à la pointe du progrès, particulièrement dans un monde de compétition internationale de plus en plus tendu, qui pose évidemment une question compliquée, quelle action publique? Et je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur, monsieur l'académicien. Nous voilà éclairés vraiment plus intensément, je dirais, sur ce sujet qui est éminemment d'actualité. On le voit au quotidien, et vous l'avez formidablement souligné, les inégalités, les moyens d'y remédier avec, in fine, ce que disait tout à l'heure Aude de Castet, la question de l'employabilité, donc avec toutes les solutions qui s'offrent selon l'expression consacrée. Et puis, alors malgré effectivement une conclusion un peu pessimiste, quand même beaucoup de sources d'espoir que vous nous avez livrées à travers cette conférence. Alors nous allons poursuivre justement cet échange avec vous toutes et tous ici présents. C'est un moment important, et c'est justement l'un des objectifs de ces conférences organisées en partenariat avec les différents partenaires donc ici présents. Auparavant, avec Philippe Plassard, donc rédacteur en chef au Nouvel Économiste et vice-président de l'AGEF, l'Association des journalistes économiques et financiers. Nous allons faire un focus, si vous le voulez bien, monsieur le professeur, sur quelques points que vous avez abordés. Alors, votre diagnostic, évidemment, porte essentiellement sur les États-Unis. Peut-on dire que cette situation est transposable en France? Et là, je parle sous votre contrôle. Jusqu'à preuve du contraire, en matière d'inégalité, la France n'est quand même pas les États-Unis. Mais est-ce qu'on peut transposer cet exposé sur, justement, le cas français? Effectivement, c'est une question profonde. Je vais être très prudent. Je ne suis pas un spécialiste des données françaises, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire sans hésiter. D'abord, cette idée que la valeur du capital humain est plus élevée maintenant qu'il y a un demi-siècle, oui, c'est vrai partout. C'est vrai partout, c'est un phénomène lié au progrès technique qui est universel, à la mondialisation, etc. Donc ça, c'est vrai en France. Et d'ailleurs, si vous regardez l'évolution des très hauts revenus en France qu'a fait Piketty, etc., c'est tout à fait clair. Le problème de la pauvreté, de l'inégalité, vous avez vu que l'inégalité en France, en fait, avait diminué pour une mesure particulière. Pourquoi? Parce que la grosse différence entre la France et les États-Unis de ce point de vue-là, c'est que la France a un réseau de protection sociale qui est complètement différent, et la France a un salaire minimum qui est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. J'aurais presque envie de dire que de ce point de vue-là, il y a eu deux choix différents qui ont été faits sur la France et les États-Unis. Pardonnez-moi, c'est un peu caricatural, mais on pourra affiner un peu. Les États-Unis ont choisi l'emploi et ont été prêts à accepter la pauvreté en contrepartie. J'ai l'impression que la France a fait le choix inverse. Si on regardait ce graphique, c'est les taux de chômage en France. Alors, la courbe qui... Pardon. Oups. La courbe qui m'intéresse ici, c'est pas la barre qui m'intéresse, c'est la barre bleue, parce que c'est les jeunes. Donc c'est les gens qui n'ont pas eu le temps d'accumuler du capital humain sur les marchés. Et vous voyez qu'avec un diplôme supérieur, on a un chômage de 7%, bon, qui est certainement élevé, mais ça c'est dû aux rigidités structurelles du marché du travail français. Et voilà, ça c'est les 40% dont je vous parlais. Pour lutter contre la pauvreté, la France a beaucoup utilisé le salaire minimum. Et le problème du salaire minimum, c'est que ça réduit l'employabilité, pas de tout le monde, mais des gens qui sont exactement là. Donc ça crée des classes de gens particulièrement vulnérables. J'ajoute que la rigidité du marché du travail, le fait que de facto, il y ait d'un côté un secteur de gens qui ont un emploi relativement stable, relativement difficile à supprimer, et d'autre part toute une frange d'emplois qui
qui n'ont aucune garantie, qui ont beaucoup moins de garantie que des emplois aux États-Unis, jouent un rôle particulièrement néfaste parce que, d'une part, les nouveaux entrants, ces gens-là, quand ils ont la chance de trouver un travail, en général, enfin jusqu'à récemment, ça a un peu changé au cours des 2 dernières années, mais trouver dans une énorme proportion des contrats courts. Et ces contrats courts, c'est précisément les contrats qui ne vous permettent pas d'acquérir du capital humain parce que vous ne pouvez pas acquérir l'expérience dans l'entreprise qui vous permettrait de vous enrichir. Le seul lueur d'espoir sur la France, c'est que je pense que le système d'éducation français, malgré tous ses défauts, est quand même bien meilleur que le système d'éducation américain, en particulier pour les petites classes, là où tout se joue. Et ça, c'est pas un compliment sur la France, mais c'est simplement une vision réaliste de la catastrophe que peut être dans certains milieux, dans certains États, dans certaines comtés, le système d'enseignement primaire aux États-Unis. Philippe Plassard. Nous avons compris qu'effectivement le capital humain est la clé de la destinée des individus. Alors en France, le capital humain, on pourrait le résumer, c'est par un diplôme, Ouais. des relations, des réseaux, l'expérience. Qu'est-ce qui reste de la capacité de l'individu en tant que tel, son talent, son don naturel dans cette explication du monde par l'économiste? Ah, excellente question. Alors, ça existe, en fait, c'est fondamental. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à observer. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand je parle de fonction de production de capital humain, on a l'habitude, nous économistes, d'étudier les fonctions de production. En général, on observe les facteurs. Le problème, c'est que ce facteur-là, le facteur initial, la qualité, comment dire, les capacités de l'enfant telles qu'elles existent au cours des 2 ou 3 premières années, c'est des choses qu'on n'observe pas directement. En fait, dans les données américaines, on a de très bons indicateurs parce qu'il y a des tests nationaux qui sont faits à intervalles réguliers. Donc on observe les performances à des âges de 7 ans, 10 ans, etc. Par exemple, quand je dis le temps passé par les parents a un impact positif sur la formation, les choses sont compliquées parce que, évidemment, le résultat dépendra des qualités innées de l'enfant, innées ou acquises au cours des toutes premières années de la vie, et d'un autre côté, le temps passé par les parents dépendra de ceci. Donc, quelque part, il y a des problèmes statistiques compliqués. Donc, il y a certainement une énorme hétérogénéité, mais ce qui pose alors des problèmes éthiques. Faut-il investir avant tout sur les gens qui ont cet avantage initial, sachant que, en termes d'efficacité économique, c'est peut-être la meilleure chose à faire, mais d'un autre côté, on creuse les inégalités. Alors, j'ajouterai juste une lueur d'espoir. Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire. Cette idée, si vous êtes d'accord avec nous, ça c'est vraiment une vision collective des économistes, sur l'importance de la fonction de production du capital humain, à ce moment-là, la question essentielle, c'est les facteurs sont-ils complémentaires ou substituables? Il semblerait, et là je suis très prudent, on est en train de travailler là-dessus, etc., mais il semblerait que sur les toutes premières années de la vie, entre 0 et 7 ans, les facteurs soient en fait substituables plutôt que complémentaires. Par exemple, une chose qui sort très clairement d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites aux États-Unis, c'est que si vous prenez des enfants venus de milieux particulièrement défavorisés et que vous les mettez dans des contextes dans lesquels ils ont une éducation ce que les Américains appellent preschool, c'est-à-dire même avant la maternelle, garderie maternelle, etc., de qualité, vous arrivez à combler une énorme partie de la différence, non seulement en termes de résultats scolaires, universitaires, salariaux, mais en termes de criminalité, en termes d'addiction à l'alcool et aux drogues, etc. Donc il y a une action possible, mais cette action doit se faire très tôt, et je pense que les Français font ça beaucoup mieux que les Américains. Donc en quelque sorte, le verre, on peut voir le verre aussi, et surtout à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en l'occurrence. Alors, il y a le temps dont vous parliez, très important. Il y a également l'investissement de la part des parents, l'investissement notamment dans les études. C'est vrai que le diplôme reste la meilleure garantie aujourd'hui pour obtenir un emploi. En même temps, tous les diplômes n'ont pas forcément la même valeur. Est-ce qu'il n'y a pas là également aussi, monsieur le professeur, des sources d'inégalité finalement à travers le diplôme? Alors, effectivement, sur une période dans laquelle la bourse monte de 30%, le portefeuille moyen gagne 30%, il est certainement possible de mal choisir ses actions et de perdre beaucoup. Et c'est un peu la même chose ici, même si globalement le rendement de l'éducation a augmenté, il est possible d'avoir mal choisi
sa filière, soit qu'on ait choisi un mauvais système éducatif, soit qu'on ait choisi un système éducatif, enfin une filière qui n'est pas adaptée. Et la différence avec le portefeuille, c'est que le portefeuille, on peut le diversifier, alors que le choix d'éducation, par définition, il est non diversifiable. Donc, effectivement, globalement, le rendement de l'éducation a énormément augmenté. Le rendement de l'éducation a particulièrement augmenté, je dois dire, aux États-Unis, dans les très grandes universités. Vous savez, il y a tout un débat aux États-Unis sur les diplômes. Est-ce que ça vaut la peine de faire une université, en particulier sur les MBA? Est-ce que les MBA valent... C'est cher, un MBA. Enfin, dans mon université, même les 4 ans de collège, les étudiants payent $60 000 par an. Ce genre de graphique, les graphiques que vous avez montrés tout à l'heure vous montrent, c'est qu'à $60 000 par an, c'est un investissement incroyablement rentable. C'est beaucoup plus rentable que de les placer dans la bourse. À condition, d'une part, d'avoir la qualité initiale qui permette de faire ces études, la complémentarité des facteurs, et d'autre part, de bien les choisir. Pareil, pour donner un exemple un peu extrême, je suis pas sûr que si vous avez investi vos $120 000 dans un diplôme de la Trump University, vous ayez un rendement comparable à ceux que j'ai indiqués ici. Conseil très précieux. Philippe Plassard. Enlever du procès verbal. Oui. Disons qu'on a envie de comprendre aussi pourquoi, dans le système français, la situation n'est pas aussi favorable, notamment en termes d'investissement dans l'éducation des écoles de l'école. Est-ce qu'il y a une explication spécifique à la difficulté française de porter des générations vers le haut? Écoutez, la situation française n'est pas si différente de la situation américaine. J'ai un graphe. Ah, juste, ce graphe-là, je l'avais préparé au cas où. Ça, c'est la vulnérabilité à la crise. Vous avez la crise des années 2009. Pour les gens diplômés, elle n'a pratiquement pas d'impact sur le taux de chômage. Le chômage explose pour les gens les moins diplômés. Donc vous avez non seulement une inégalité statique, mais aussi une inégalité dans la vulnérabilité face aux aléas de la conjoncture. Ça, c'est la part de la population diplômée de l'enseignement supérieur. Alors, c'est extrêmement difficile de comparer parce que la France a un système 3+2 au lieu d'avoir un système 4. Donc, mais on ne peut pas dire que les Français soient tellement moins éduqués en termes de pourcentage en tout cas que les États-Unis. Une chose qui est en revanche extrêmement préoccupante, c'est la dégringolade de nos performances en termes de système éducatif secondaire et notamment dans les classements PISA, etc. Alors ça, je note cette difficulté. Je ne me hasarderai pas à une explication, c'est des sujets relativement complexes, mais je pense que la France aurait des choses à faire à ce niveau-là, au niveau de l'enseignement secondaire. Voilà, donc c'est tout l'investissement dans l'école l'école qui se trouve effectivement en première ligne parmi les moyens d'agir sur le capital humain en vue de rétablir cette l'égalité des chances en faveur des enfants des milieux défavorisés. Combien et puis surtout comment, en fait, sur la forme, faut-il investir dans le système scolaire? Est-ce que l'école peut réellement corriger tous ces handicaps de départ? Alors, ce que suggère, là encore une fois, je parle des États-Unis, ce que suggèrent les travaux de Heckman, Cunha, etc., auxquels je faisais allusion, c'est que si vous investissez de façon très ciblée, en prenant les enfants venus des milieux défavorisés, et surtout que vous investissez très tôt dans leur vie, dans les 3, 4, 5 premières années de leur vie, vous avez probablement l'investissement qui a le rendement social le plus élevé. Heckman avait calculé que chaque dollar investi rapportait au total, en termes de revenus supplémentaires, mais aussi en termes de baisse de la criminalité, etc., entre 7 et 10 dollars. Donc je pense que la première chose pour les sociétés, ça serait d'augmenter leur investissement très tôt dans la vie. C'est pour ça que, par exemple, les mesures récentes en France, dans lesquelles on va essayer de porter une attention particulière tout au début du cursus scolaire pour les enfants venus de milieux défavorisés, ça me paraît aller exactement dans la bonne direction. Je ne dis pas que ça va marcher, mais ça me paraît être exactement ce qu'il faut essayer de faire. Voilà. Pendant ce temps, le président de Sociétal, Jean-Marc Daniel, arrive pour participer également à ce débat. Nous vous entendrons tout à l'heure, cher président. Peut-être une dernière question, Philippe Plassard, avant de passer la parole à la salle, comme promis. Quand on prend la situation des adultes qui sont déjà engagés dans la vie active et qui sont en bas de l'échelle, parce que bon, leur histoire personnelle, ou comme vous l'avez expliqué, ne les a pas gâtés, entre guillemets, est-ce que la situation est réparable? Autrement dit, est-ce qu'il y a moyen
soit par l'entreprise, soit par la formation professionnelle continue, d'améliorer le capital social, humain de cette personne? Bon, je vais être franc. La rentabilité de ce genre d'investissement est beaucoup plus faible que ce que les investissements faits en début de la vie. Ça, c'est un fait. Ça ne veut pas dire que cette rentabilité soit nulle, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer. Je pense qu'en matière de formation professionnelle, la France a beaucoup de progrès à faire. Alors ça, je ne suis pas le seul à dire ça. J'ai jamais entendu qui que ce soit me dire du bien du système français de formation professionnelle. Je pense qu'on est sur la voie d'une amélioration. Mais alors, à long terme, la solution, c'est vraiment agir très tôt, développer l'apprentissage, agir tôt dans la vie des enfants, etc. À court terme, la formation professionnelle, oui, à condition que ça soit fait sérieusement, que quand l'argent public est investi, on ait une quantification précise des résultats, des estimations, le cas échéant, des phénomènes de punition pour les formations les moins performantes. En dernier lieu, il y a des gens qui, si vous prenez ce graphique dans lequel la part des heures de travail demandant une formation Bac+4 était à 20% et maintenant à 60%. Pour les gens qui ont cette formation supérieure, ça veut dire qu'il y a un énorme appel d'air, qu'il y a une énorme demande et leurs revenus augmentent. Évidemment, pour les gens qui n'ont pas cette formation, c'est l'inverse. Dans les années 60, on pouvait n'avoir aucune formation universitaire et aspirer à une vie décente en ayant un travail blue collar à prendre sur le tas, etc. Ça, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Et c'est ces gens-là qui se sentent laissés pour compte de l'évolution économique à juste titre. Et ce que vous en montrez ces graphiques, c'est que non seulement eux sont des laissés pour compte, mais leurs enfants vont être des laissés pour compte. Ça, c'est la partie pessimiste. Maintenant, face à ce genre de situation, si on veut à court terme faire quelque chose pour ces gens qui sont malgré tout des victimes, moi, je suis très favorable, c'est un point de vue personnel, mais au système, disons, d'impôt négatif au sens général. Disons que je suis favorable à l'idée suivante. Il est tout à fait légitime d'opérer une redistribution en faveur de ces gens, mais c'est surtout pas aux entreprises qu'il faut le faire par exemple par le biais d'une augmentation du salaire minimum. D'une part parce qu'on ne voit pas pourquoi ça serait la responsabilité des entreprises et pas de la société tout entière, mais surtout de façon beaucoup plus pragmatique parce que ça a des effets catastrophiques sur le chômage. En revanche, que l'État se charge de redistribuer par des systèmes du genre, aux États-Unis ça s'appelle EITC, Earned Income Tax Credit, en France ça s'appelle prime à l'emploi, enfin ça s'appelait aide à l'emploi, ça s'appelait prime à l'emploi, etc. Et cette idée de dire on va laisser le marché fixer une rémunération, mais si on trouve que cette rémunération est trop basse, ça va être à l'État de verser le complément, de façon à ne pas diminuer les incitations, ça peut être une solution à moyen terme. En tout cas pour la phase de transition. Passionnant, merci infiniment, monsieur le professeur. Nous pourrions en parler pendant des heures, évidemment, c'est ce que nous allons faire. Alors, pas pendant des heures, nous avons une demi-heure devant nous. Comme promis, chose due, la parole est à vous, mesdames et messieurs. On va peut-être commencer par la jeune génération, donc représentée ici par les étudiants de New Police. Bon, les réactions sont évidentes, les sources d'espoir, beaucoup de critères à prendre en compte. Qui souhaite poser parmi nos étudiants la première question? Je vous demanderai simplement de vous présenter, et ça, ce sera valable pour tous les intervenants, de vous présenter très rapidement et de poser la question très rapidement également pour que nous puissions échanger au maximum. Nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur le professeur. Je suis Amaury Gass, étudiant à Sciences Po Lille et membre de New Police. Vous avez dit au début du XXe siècle les États-Unis étaient une terre d'opportunités, mais qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Autrement dit, comment, selon vous, le rêve américain est-il mort? Alors, ce que j'ai dit sur le début du XXe siècle, je suis très peu sûr de moi parce qu'on n'a pas les données pour regarder ça. On n'a pas des panels au début du XXe siècle. On a, de façon un peu anecdotique, des histoires de trajectoires de vie dans lesquelles des enfants d'immigrés deviennent millionnaires. Mais bon, la nature de ce genre d'histoire, c'est que elles sont sélectionnées de façon évidemment non représentative.
Non, je pense que le problème, c'est qu'à partir du moment... Une composante du rêve américain, c'est si je suis honnête et travailleur, je peux avoir une vie décente et mes enfants auront une vie encore meilleure que la mienne. Et maintenant, il suffit plus d'être honnête aux travailleurs, il faut avoir en plus, il est important d'avoir en plus une bonne formation, un haut niveau de capital humain. C'est un peu un effet mécanique du fait que si la rémunération du capital humain augmente, les gens qui n'ont pas ce capital humain, inévitablement, vont être défavorisés. Et le problème, c'est que le capital humain, c'est quelque chose qui s'hérite. Beaucoup plus que le capital physique, à cause de tout ce qu'on a dit sur la fonction de production. Autre question, vous vous manifestez simplement. Alors, Fanny Guinochet, du journal L'Opinion. Vous avez un micro ? Rapprochez-vous d'un micro, on va vous en apporter un peut-être. Voilà. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation lumineuse. Une question, parce que ça nous a interpellés. Les femmes qui sont plus éduquées que les hommes, j'ai bien noté, dans les pays occidentaux, ça a quoi comme... Comment vous avez dit ça aura des conséquences. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Don't take me there. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis 30 ans. Vous allez avoir du mal à m'arrêter si je commence. Non. Allez-y, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à entendre. Alors, non, je pense que... D'abord, une des avancées de la théorie microéconomique de la famille depuis les 20-30 dernières années, c'est de savoir modéliser le fait que les pouvoirs de décision ont une importance à l'intérieur des couples. Que ce que fait le couple, si vous augmentez le pouvoir de décision d'une personne par rapport à son conjoint ou sa conjointe, les comportements des couples ne seront pas les mêmes. On commence à avoir des évidences empiriques là-dessus. Entre parenthèses, la sagesse populaire le sait depuis longtemps, les allocations familiales sont systématiquement versées aux femmes, dans pratiquement tous les pays. C'est probablement qu'on pense qu'elles en feront un meilleur usage que les hommes. Mais alors, une des choses qu'on sait aussi, parce que maintenant on sait analyser statistiquement ces choses, c'est que la différence de pouvoir dépend d'un certain nombre de choses, mais en particulier du niveau de qualification de capital humain, de salaire, de revenus, etc., engendrés respectivement par les deux contributeurs. Donc on va avoir une modification des rapports de pouvoir à l'intérieur du couple. Quel impact ça va avoir? Alors ce qu'on a vu dans certains pays, mais on n'a pas énormément d'études de ce genre-là dans les pays développés, on a vu ça dans certains pays, en particulier Esther Duflo du MIT, un papier absolument remarquable sur une réforme d'un minimum vieillesse qui a été fait aux États-Unis. Il s'est trouvé que d'un seul coup, les populations noires ont vu tomber du ciel un revenu auquel elles ne s'attendaient absolument pas. Et ce qu'elle montre, c'est que quand le revenu est arrivé, alors on parle des grands-pères et des grands-mères parce que de la vieillesse, quand le revenu est arrivé aux grands-pères, ça n'avait aucun impact sur le bien-être des enfants. Et je ne parle pas d'éducation, je parle de bien-être physique mesuré par la malnutrition, les calories, etc. En revanche, quand ça tombait sur la grand-mère, ça réduisait de moitié l'écart entre ces gosses et le gosse américain moyen. Alors c'est qu'un exemple, mais c'est un champ qui est en pleine expansion. La nouveauté, c'est qu'on a les outils théoriques pour modéliser ces questions et empiriques pour faire parler les données. En fait, ce qui nous manque maintenant, c'est des bases de données suffisantes, mais elles sont en train d'être construites. Merci Fanny, merci Monsieur le Professeur. Alors, n'hésitez pas à vous manifester, il vous suffit simplement de lever la main. Et alors, nous avions une question, Gérard Orny de Slate, et auparavant, j'ai été passionné, comme tout le monde, par l'exposé de Monsieur Chiappori. Je m'appelle Jacques Delarosière, et je voulais vous poser la question suivante. Si j'ai bien compris, il y a un enchaînement. Les travailleurs peu qualifiés sont remplacés par, disons, des robots, pour faire simple, dans la technologie nouvelle. Et donc, les travailleurs qui s'en tirent, qui montent, sont ceux qui sont de plus en plus qualifiés. Alors, c'est une mécanique terrifiante. Et elle va générer évidemment le populisme, l'insatisfaction de tous les non-qualifiés. Il me semble qu'autrefois, la même distinction se faisait, mais, comme on l'a dit précédemment, les moins qualifiés
arriver par la culture, le retour de l'ascenseur, etc., à s'en sortir. Tandis que j'ai l'impression qu'ici, c'est une mécanique infernale. Malheureusement, je pense que vous avez raison. J'essaierai d'apporter 2 notes d'optimisme. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est de l'optimisme, mais la première, c'est que les travailleurs les moins qualifiés se trouvent face à une situation difficile parce que la demande n'est plus là et que ça, on ne peut rien y faire. Néanmoins, on peut, dans une certaine mesure, remplacer le capital humain issu de l'éducation par le capital humain issu de l'expérience professionnelle. C'est pour ça que la situation française me préoccupe particulièrement, parce que ces 40% de gosses qui sortent sans diplôme, non seulement ils n'ont pas la qualification, mais ils auront les pires difficultés pour acquérir l'expérience professionnelle, parce que c'est pas en passant de CDI en CDI qu'ils vont pouvoir en acquérir une. De ce point de vue-là, les États-Unis, malgré tous leurs défauts, le fait qu'il y ait un choix... Alors, aux États-Unis, c'est vrai dans une moindre mesure. Vous avez quand même le fait que si votre emploi, c'est livreur de pizza, l'expérience professionnelle n'est pas... Alors, le deuxième point, alors ça, je suis pas sûr qu'elle soit une bouffée d'optimisme, mais c'est que cette idée que ce sont les emplois les moins qualifiés qui sont remplacés par le progrès technique, c'était très vrai 10 ans pour la période allant depuis la fin des années 70 jusqu'aux 10 dernières années. Maintenant, c'est en train de changer. Et en fait, on s'aperçoit que le progrès technique affecte des emplois un peu partout dans la gamme. Alors déjà, même dans les emplois qui sont non qualifiés au sens où ils ne demandent pas d'études universitaires, Bac+4, il y en a certains qui sont absolument pas menacés ni par le progrès technique, ni par la mondialisation. Coiffeur, c'est un emploi qui restera. Et d'ailleurs, la rémunération relative de ce genre de métier augmente parce que le prix de tout baisse, sauf le... Mais même parmi les gens les plus qualifiés, il y a un certain nombre de spécialités qui demandent une formation universitaire longue et dont la valeur va être réduite à peu de choses par le progrès technique. Alors, je parle sous le contrôle d'André Vacheron, mais prenez un radiologiste. En français, on dit radiologiste ou radiologue, pardon. Un radiologue, oui, pardon. Non, mais prenez un radiologue. Un cardiologue, c'est différent, mais prenez un radiologue. La compétence du radiologue, c'est de faire ce qu'on appelle la reconnaissance d'image. De voir une image compliquée et d'arriver à lire derrière cette espèce de chaos des espèces de structures. Les Américains diraient patterns. Maintenant, l'intelligence artificielle va faire ça beaucoup mieux que n'importe quel individu. J'ai vécu moi-même une expérience de ce type-là. J'ai commencé dans une autre vie quand j'étais en France. J'ai été consultant pour une société de crédit à l'époque où on introduisait les premiers scoring, les premiers mécanismes de scoring qui étaient des mécanismes statistiques. Donc j'ai participé à la mise en point de ces estimations statistiques, etc. Vous aviez des gens qui avaient une qualification en credit scoring dont le métier c'était de rencontrer en face à face des candidats à un prêt et d'arriver à estimer la probabilité que cet individu fasse défaut sur son prêt. Et c'est des gens qui avaient un vrai savoir-faire. Ils se débrouillaient beaucoup mieux que n'importe qui d'autre, sauf qu'ils se débrouillaient beaucoup moins bien que les méthodes statistiques qu'on avait utilisées. Et vous voyez que c'était... Alors là, c'était des gens relativement qualifiés, qui avaient en général un diplôme, mais c'est des gens qui, Alors, en général, un autre aspect, c'est que les gens qui ont une bonne qualification de base, en plus, quand leur métier est menacé, il leur est beaucoup plus facile de changer de spécialisation. Et en fait, je pense que l'intérêt des études supérieures, c'est probablement moins aujourd'hui d'acquérir une spécialisation pointue dans un domaine, et c'est au moins autant, sinon plus, d'acquérir la capacité à passer d'une spécialisation à une autre de façon relativement flexible, si le besoin s'en faisait sentir. Professeur André Vacheron. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Pierre-André Chiappori a tout à fait raison quand il insiste sur les nouveautés que va apporter l'intelligence artificielle, particulièrement dans l'exploration radiologique. Actuellement déjà, pour le cancer du sein, pour le cancer du poumon, les spécialistes de l'intelligence artificielle ont préparé, à partir du recueil d'un énorme ensemble de pathologies cancéreuses, ils ont préparé des algorithmes qui permettent à la machine de dire « là, il y a un cancer du sein », et même les meilleurs d'entre nous qui connaissent parfaitement leur métier de radiologue sont battus par la machine.
Là, c'est une remarque, une confirmation de ce que vous dites. En renversement, un chirurgien n'est pas menacé. Voilà. On n'est pas encore, pour le moment, Non. au point où un chirurgien puisse être Pas remplacé. pour la chirurgie. Il y a Alors, des- il y a une remarque que vous avez faite sur la famille et sur l'importance du mariage et du couple. Et je voulais vous demander si actuellement on assiste à beaucoup de décomposition et de recomposition des familles. Est-ce que dans les familles recomposées, le capital humain est le même que dans les familles qui restent normalement Alors, c'est unies? une question très compliquée. Je vais essayer de répondre rapidement, ça sera une réponse un peu superficielle. D'une part, les statistiques montrent de façon claire que les enfants de couples divorcés font moins bien, en termes de performance scolaire notamment, que les enfants de couples entiers. La causalité n'est pas évidente, parce que ça peut être que le divorce a un effet traumatique sur les enfants, mais ça peut être aussi que les couples dysfonctionnels, qu'ils divorcent ou pas, sont mauvais pour les enfants. Il se trouve que statistiquement, les couples dysfonctionnels ont plus de chances de divorcer. On a des études suédoises. L'immense avantage des données suédoises, c'est qu'on peut les relier aux données d'état civil enfin, toutes les données des organismes sociaux peuvent être connectées par les chercheurs, ce qui fait qu'on peut suivre les gens sur longue donnée. Ces données semblent indiquer que c'est plutôt le second phénomène. C'est-à-dire que les enfants de familles divorcées commencent leur moindre performance bien avant le divorce. La moindre performance des enfants est plutôt un syndrome d'un problème à l'intérieur du couple. Alors maintenant, effectivement, quand on voit l'importance de la famille, les questions de formation et de dissolution de famille deviennent importantes. Mais là aussi, les gens, d'abord, un des phénomènes démographiques marquants des 50 dernières années, c'est l'effondrement du mariage. Et l'effondrement du mariage est complètement asymétrique suivant les niveaux d'éducation. Une des statistiques qu'on a regardées, c'est la probabilité de n'avoir jamais été marié à l'âge de 45 ans. Les gens se marient plus tard en plus, mais on regarde à 45 ans. Si vous êtes aux États-Unis quelqu'un qui n'a pas fini ses études primaires, pour un homme, la probabilité de ne jamais avoir été marié à l'âge de 45 ans est de 60%. Alors que, pour les gens qui ont une éducation college, elle est légèrement plus haute que ce qu'elle était il y a une quarantaine d'années, mais en fait, une bonne part de la différence s'explique par le fait que les gens cohabitent plutôt que de se marier, mais du point de vue du fonctionnement économique, il y a de moins en moins de différence entre là. Donc ces questions de formation, de dissolution, c'est les gens les plus éduqués et les plus riches se marient plus, divorcent moins, investissent plus sur leurs enfants. Évidemment, toutes ces choses sont liées. Un investissement dans le couple sera d'autant plus rentable qu'on pense que le couple va durer, etc. C'est exactement le genre de choses sur lesquelles on est en train de travailler. Merci, monsieur le professeur. Alors, il y a déjà 6 questions en attente. Je vais évidemment les prendre par ordre, vous le comprendrez bien, par mesure de l'équité. Monsieur Antoine Frérot. Merci. Pour en rajouter dans l'engrenage infernal, vous nous avez dit que les femmes étaient désormais mieux éduquées et plus diplômées que les hommes. Dans votre principe d'efficacité d'économiste, donc elles vont gagner plus que les hommes, Ouais. puisque la rémunération du capital humain augmente. Dans votre principe d'efficacité, on pourrait penser qu'il faut qu'elles travaillent davantage que les hommes parce qu'elles gagnent plus, et que c'est plus rentable de travailler. Y a-t-il un risque de conséquence sur le taux de natalité? Sur le taux de natalité. Alors, d'abord, effectivement, les femmes sont plus éduquées que les hommes. Elles gagnent toujours moins parce qu'elles travaillent moins d'heures. Il y a une augmentation du nombre d'heures de travail des femmes, mais les femmes continuent à travailler moins que les hommes, y compris dans les pays comme les États-Unis. Enfin, je n'ai pas vu les statistiques françaises, mais je suis sûr que c'est vrai aussi. Sur le graphe que j'ai montré sur le temps passé aux activités domestiques, soit les activités de base, faire le ménage, etc., qui ont diminué, mais soit le temps passé sur les enfants, il reste vrai que les femmes passent plus de temps que les hommes. Donc il y a cette espèce d'inégalité. Alors, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à des normes sociales? Est-ce que c'est dû au fait qu'il peut être efficace pour les femmes? En fait, le temps passé par les femmes chez elles, c'est un temps productif. C'est un temps qui ne compte pas dans le PNB, qu'on a du mal à mesurer, mais le temps passé par les femmes à éduquer leurs enfants, c'est quelque chose qui a une énorme productivité.
Oui, mais les hommes pourraient le passer autant. Alors, est-ce que les hommes sont aussi... gagnent moins. Est-ce que vous avez exactement un raisonnement d'économiste, enfin c'est exactement un raisonnement becquerien. Non, à condition que les hommes soient aussi productifs que les femmes sur ce genre d'activité, ce qui reste. Pour vous dire la vérité, on est en train de faire des études statistiques pour répondre à cette question précisément. La grosse difficulté de ce genre de mesure, c'est que tout est endogène. Le temps passé par les femmes n'est pas exogène, donc elle reflète des différences cachées dans les couples. Statistiquement, c'est assez compliqué. Cela étant, pour parler des femmes, en tout cas, je sais que les inégalités hommes-femmes sont un sujet très fort. Et d'abord, en tant qu'économiste, sur le graphique que je vous ai montré, dans lequel le taux d'éducation des femmes passe de 4% à 11%, ce qui est difficile d'expliquer, c'est pas le fait que maintenant elles soient à 11%. C'est qu'il y a 30, 35, 40 ans, elles soient à 4%. Ça, c'était une inefficacité extraordinaire. Tout ce qu'on sait, on parlait des qualités initiales des gens, tout ce qu'on sait sur les femmes, c'est que leur qualité moyenne, je parle de distribution, leur qualité initiale intellectuelle moyenne est au moins égale et en fait probablement légèrement supérieure à celle des hommes, en moyenne. Donc, le fait que dans les années 70, si peu de femmes fassent des études universitaires, et pire encore qu'une si grande proportion de femmes qui faisaient des études universitaires ne travaillent plus ensuite, je pense que c'était une perte de richesse énorme. Alors maintenant, en fait, le taux de natalité, il y a encore un autre phénomène. Le grand mouvement du taux de natalité, c'est dans la fin des années 70, et ça s'est passé d'abord dans les esprits. Il y a un sondage absolument fascinant. Une de mes étudiantes en thèse m'a sorti ce sondage qui avait un rôle important dans sa thèse, donc ça m'a beaucoup intéressé. Vous savez, c'est les sondages Gallup dans lesquels on demande aux gens quelle est la taille idéale de la famille. Et c'est la même question qui est posée continuellement depuis 50, 60 ans. Jusque dans les années 70, la moitié des gens répondaient 4 enfants ou plus. Et ensuite, par ordre de fréquence, il y avait 3 enfants, 2 enfants. Entre mi-70 et mi-80, les courbes s'inversent complètement. Maintenant, la réponse dominante, c'est 2, juste dessous, il y a 1, et 4 enfants, c'est moins de 10% de la population. Cela étant, là, je crois que pour répondre vraiment à votre question, ce à quoi on assiste, c'est ce que Becker appelait un arbitrage qualité-quantité. Les femmes ont moins d'enfants et passent plus de temps sur leurs enfants. Gérard Orny, sled.fr. Le micro, s'il vous plaît. Le microéconomiste que vous êtes Merci. avait discuté de cette question avec les macroéconomistes d'organisations internationales comme le FMI ou l'OCDE, parce que depuis quelques années, ils nous parlent de plus en plus du problème des inégalités, et ils ont un argument massue pour essayer de convaincre les pays de s'intéresser à ce problème, c'est de dire les inégalités sont défavorables à la croissance. Ah. Donc, et vous avez l'air de nous dire un peu qu'il faut faire gaffe, parce que si on touche aux inégalités, on risque de compromettre certains mécanismes justement de croissance. Donc, alors, comment allez-vous réconcilier avec vos confrères macroéconomistes ? Alors d'abord, je ne suis pas macroéconomiste, là, vous avez entièrement raison, et quelque part je suis assez content de ne pas être macroéconomiste, ça aussi à rayer du procès-verbal. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde, y compris les macroéconomistes purs et durs, seraient d'accord, c'est que le capital humain est essentiel pour la croissance et qu'un degré minimum d'inégalité est nécessaire pour donner des incitations à acquérir du capital humain. Ça, je pense que même les macroéconomistes, même Krugman ou Stiglitz seraient d'accord avec ça. Cette idée des inégalités défavorables à la croissance, alors c'est un thème qui est très à la mode chez les macroéconomistes. En général, c'est pas de l'économie pure, c'est quelque chose qui est à la frontière entre l'économie et la science politique. Donc l'argument, ça passe souvent par le fait que, et d'ailleurs c'est quelque chose qui, le fait que la science politique soit mêlée à ça, ne signifie pas que ça ne soit pas important. Le genre d'argument qu'on entend beaucoup, c'est dans une société très inégalitaire, il y a un petit nombre de gens qui peuvent acquérir trop de pouvoir, et ça va nuire à la concurrence. Et une chose qu'on sait, c'est que la concurrence est favorable à la croissance. C'est-à-dire que l'émergence de grands monopoles, ça c'est dangereux pour la croissance. Donc ça peut être un décalage. Vous connaissez cette littérature, il y a une énorme littérature qui va un peu dans tous les sens. Tous les macroéconomistes ne sont pas d'accord avec ça d'ailleurs. Bien, il nous reste 5 minutes, nous avons 4 questions, voilà, donc tout va très bien se passer. Monsieur, vous aviez demandé la parole. Question très courte, Laurent Morestin du groupe Randstad.
dont je suis le secrétaire général. Professeur, vous avez brillamment exposé la corrélation entre inégalité et fonction d'investissement du capital humain. Est-ce qu'il y a une modélisation possible d'une corrélation entre cette fonction et celle du capital financier? Et je veux parler de la question de l'héritage ou du patrimoine. Écoutez, d'une part, oui. Une chose qui est claire, c'est que si vous regardez la corrélation entre les inégalités de revenus, les inégalités de richesse et les inégalités d'éducation, elles sont fortes. Elles sont très fortes entre revenus et éducation. Elles sont un peu moins fortes entre richesse et éducation, parce que quelque part, la richesse, c'est le revenu, le cumul de revenus passés, y compris des parents, etc. J'aurais tendance à penser alors effectivement, oui, il y a une corrélation. Si je devais penser en termes de causalité, j'irais chercher plutôt du côté du capital humain que du capital financier. Enfin, ça serait ma grande différence avec Thomas Piketty, par exemple, qui lui met beaucoup l'accent sur le capital financier. Encore que, alors, il a probablement raison pour les gens dont il parle, c'est-à-dire les gens tout en haut de la distribution. Encore que, ouais, si vous regardez les plus grandes richesses américaines, les top 10 américains, il n'y en a aucun qui soit venu de parents riches et qui soit contenté de faire fructifier leur capital. Mais il est clair qu'il y a une reproduction, pour parler bourdieusien, du capital financier tout en haut de la distribution. Mais je pense qu'au total, les phénomènes marquants, et en particulier, moi, du point de vue de citoyen, le fait que les riches soient très riches, c'est pas quelque chose qui me choque profondément. Ce qui me choque, c'est que les pauvres soient très pauvres, et surtout qu'une frange importante de la population, on a parlé de 75%, est une vision complètement pessimiste de la société, dans laquelle l'avenir est bouché, et dans lequel non seulement ils n'iront pas très loin, mais leurs enfants feront plutôt moins bien qu'eux. Ça, c'est un phénomène qui, socialement, me paraît d'une part regrettable et d'autre part explosif. Alors, les électeurs de Trump, alors je ne veux pas parler des gilets jaunes parce que je ne connais pas ce phénomène, mais l'électorat de Trump, c'est clairement ça. Hein. C'est des blue-collars sans éducation, blancs, et qui ont l'impression qu'ils voient la montée des femmes, la montée des minorités, la montée des gens cultivés. Tout ça, c'est des tas de gens progressent et eux, ils y échappent. Allez, 3 dernières questions rapidement. Paul Albert. Jean-Pierre Foresti. J'ai toujours cru que la culture, c'était d'abord une qualité de curiosité qui donnait suffisamment de confiance pour vouloir s'approprier une emprise sur son devenir. Or, ce que vous évoquez comme par les mots efficacité, rentabilité, me semble plutôt en relation avec une adéquation à un système de reconnaissance où le conformisme a une large part. Je vous demanderai une question, monsieur, s'il vous plaît. Donc, cette forme de valorisation que vous avez explicitée dans l'étude n'est pas celle qui serait de la création de valeur à long terme auquel pourrait contribuer chacun des individus, qui pourrait établir à d'autres critères d'évaluation d'efficacité et qui serait peut-être d'un point de vue sociétal davantage responsable et qui permettrait aux États-Unis de ne pas voir leur modèle économique laminé à terme par le modèle beaucoup plus frustre des Chinois. Monsieur le professeur. Oui, écoutez, je parle en économiste, ça ne m'empêche pas d'avoir une vision de citoyen. En tant que citoyen, la raison pour laquelle j'ai acquis de la culture, et je pense que beaucoup des gens, beaucoup des personnes dans cette salle sont dans mon cas, c'était pas parce que j'ai fait un calcul et que je me suis aperçu que mon salaire futur allait en bénéficier, c'est simplement parce que j'adorais ça. Alors, il y avait cet attrait intellectuel, est-ce que vous dites qu'il y a de l'attrait intellectuel, il y a la curiosité, etc. Néanmoins, dans la compétition internationale, il est relativement dangereux pour une société de ne pas avoir une élite extrêmement bien formée. Et ça, c'est un fait. Et on peut souhaiter une société différente, mais on est dans un monde concurrentiel. Professeur, dans la recherche de solutions pour cette frange de la population que vous décrivez comme se sentant de plus en plus mise à part de la mondialisation et d'une certaine manière de l'économie active, dans les recherches de solutions politiques, on évoque beaucoup la question maintenant d'un revenu universel, un revenu qui serait donné à tous comme une sorte de compensation. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Alors, d'abord, cette idée qu'ils se sentent à part,
c'est français. Ils sont à part parce qu'ils sont au chômage et qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Aux États-Unis, ils ne se sentent pas à part, ils sont complètement dans le système productif, mais ils travaillent comme des fous, ils sont quand même très pauvres. Donc il me semble qu'il y a ce choix sociétal qui a été fait, excusez-moi du terme, mais entre une économie française qui est quand même l'économie de la dualité, et alors une économie américaine qui accepte sans beaucoup d'état d'âme la situation de ce qu'ils appellent les working poor, c'est-à-dire des gens qui sont pauvres. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur l'impôt négatif. En fait, les premières simulations françaises, à ma connaissance, d'impôt négatif, je les avais faites il y a 35 ans avec François Bourguignon pour le compte du ministère des Finances, enfin de la direction de la prévision. J'ai tendance, mais c'est des sujets très complexes, donc je vais vous donner une réponse qui va être mon sentiment, mais j'aurai pas le temps d'élaborer. Je préfère les systèmes du genre aide à l'emploi, c'est-à-dire des systèmes... Bon, je préfère un système d'impôt négatif dans lequel les gens qui gagnent de l'argent ont bien contribué, mais qui maintiennent les incitations à travailler, plutôt qu'un système de revenus universel. Je suis un peu sceptique. Cela étant, en revanche, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un revenu parce qu'ils ne peuvent pas s'en procurer par eux-mêmes. Il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui ont des drames familiaux, qui sont là, je ne sais pas. Donc, je suis tout à fait favorable à des filets de sécurité pour des gens qui en ont vraiment besoin. Évidemment, la question, c'est de distinguer les uns des autres. Une toute dernière question, monsieur le professeur, de la part de monsieur Miguet, François Miguet du magazine Capital. Bonsoir, monsieur le professeur. Vous avez parlé tout à l'heure de ce cas des familles afro-américaines où, quand on donnait la pension aux vieillards, on avait un impact économique plus faible que quand elle était reversée directement à un échelon ou deux au-dessous. Ça m'a fait penser à la question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Prince Charles, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne nouvelle qui est l'espérance de vie qui augmente, et c'est magnifique. Le problème, c'est que du coup, les générations aujourd'hui héritent de plus en plus tard, et parfois à des moments où elles n'ont absolument pas besoin, en réalité, de ces capitaux. Donc c'est un débat aujourd'hui aussi. Faut-il favoriser des transmissions intergénérationnelles, les faciliter? Je voulais savoir quelle était votre analyse sur ce sujet et quelles sont les données que vous pouvez avoir là-dessus. Alors, c'est des sujets complexes, il y a beaucoup de données là-dessus. La France a de très bonnes données sur les transmissions intergénérationnelles. Ce qu'on n'a pas, c'est les panels qui suivent les gens. Vous dites on hérite de plus en plus tard. On hérite de plus en plus tard de la richesse financière. Le capital humain, on hérite dès sa naissance. Et encore une fois, je pense qu'on parle beaucoup trop de la richesse financière et pas assez du capital humain parce que c'est de là que viennent les inégalités. Maintenant, sur l'aspect financier, moi, encore une fois, je suis pas un spécialiste de ce sujet-là, c'est des sujets complexes, etc. Mais je suis tout à fait favorable à l'idée que si un jeune entrepreneur a besoin de fonds importants pour lancer une start-up, il serait très utile pour la société que l'État, fiscalement, lui donne les moyens de recevoir un don de ses parents à l'âge de 35 ou 40 ans plutôt qu'à l'âge de 65 ans. Je dis ça, mes deux parents sont encore vivants, et je suis très heureux qu'ils soient encore vivants, et je leur souhaite la plus longue vie possible, mais... Et nous leur rendons hommage. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci à vous toutes et tous. C'est bien ce que je disais, nous aurions pu en parler des heures, mais nous nous retrouverons. Aude de Castet. J'appelle le président de Sociétal à venir conclure cette première conférence de Sociétal, monsieur Jean-Marc Daniel. Merci. Écoutez, je suis arrivé un peu en retard, je vous prie de m'en excuser. Je salue les différents présidents qu'il y a autour de cette table et dans cette assemblée. Je tenais à remercier Pierre-André Chiappori d'avoir inauguré cette nouvelle séquence de l'histoire de Sociétal. D'autant plus que, j'espère qu'il s'en souvient très précisément, mais nous avons commencé nos relations un peu comme Éric Orsena et François Mitterrand, vous savez, dans Grand Amour. Éric Orsena raconte que pour lui, François Mitterrand, c'était une nuque. C'est un personnage un peu lointain qu'il voyait uniquement de dos. Et nous avons passé ensemble l'épreuve de sport au concours d'entrée à l'école polytechnique. Nous avons couru le 100 mètres en même temps et je n'ai vu que sa nuque. Donc, je peux vous confirmer que je n'étais pas un grand sportif, mais que Pierre-André Chiappori, c'était les jambes. Et nous avons pu vérifier ce soir que c'était aussi encore et brillamment la tête. Donc, je te remercie d'être venu pour faire ce coup d'essai qui fut un coup de maître.
2 autres remarques. J'espère que ce coup d'essai qui fait un coup de maître ne sera pas le dernier. Rassurez-vous, je ne peux pas parler très longtemps, puisque quand on parle le dernier, je le dis toujours, on est confronté au même problème que Haydn dans la Symphonie des Adieux, c'est de finir comme le chef d'orchestre tout seul. Donc je vais faire en sorte de ne pas finir tout seul. Donc je vais conclure assez vite. Donc j'espère que ce coup d'essai, qui pour moi a été un coup de maître, vu la qualité, encore une fois, de l'exposé et de l'intervenant, sera renouvelé. Sociétal, c'est une aventure que j'ai commencée, je crois que le président Antoine Frérot le rappelait, il y a maintenant pratiquement 15 ans, à l'époque où Albert Merlin était encore un peu le père spirituel. C'est lui qui a inventé le mot sociétal, enfin qui a donné le mot sociétal à l'époque où Michel Pebreau était président de l'Institut de l'entreprise, avec cette idée qui est une idée assez simple, c'est que les communistes n'ont pas le monopole de l'intelligence. Et alors ça devient de plus en plus vrai que, vu le score du Parti communiste maintenant, heureusement qu'il n'y a pas qu'eux qui sont intelligents, parce que si c'est le cas, ce serait un peu triste. Je suis content que ça se passe aussi ici avec cette académie, d'autant plus qu'il y a derrière moi Duhamel du Monceau qui est cité, et pour moi c'est un des personnages clés, puisque c'est celui qui a écrit La richesse des nations, puisque vous savez que Adam Smith a abondamment plagié tout un tas d'auteurs. Le chapitre 1er de La richesse des nations, dans lequel il y a la division du travail, qui est un élément clé de la pensée économique qui a fait sa gloire, est en fait totalement pompé sur un article de Duhamel du Monceau. Donc je voulais rendre hommage à Duhamel du Monceau et saluer tout ce monde universitaire qui s'est abondamment plagié, sachant que je crois, et ce sera pour conclure, je crois que la force du monde universitaire à l'heure actuelle, c'est d'avoir compris que ce n'est pas dans le plagiat, mais c'est dans la réflexion personnelle que l'on s'accomplit. Et encore une fois, Pierre-André a démontré qu'on pouvait arriver à des résultats remarquables. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour cette relance de Sociétal. Il y aura un site, il y aura des conférences. La prochaine fois, c'est Suzanne Berger qui sera. Je remercie tous les journalistes qui nous accompagnent dans cette aventure. Et la prochaine fois, j'essaierai d'être en avance pour compenser mon retard d'aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli malgré mon retard.